Bienvenue à toi, très content de te recevoir. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on va parler de l'éloge de la fuite de Henri Laborie et plus particulièrement du travail et de la politique. Pourquoi j'ai choisi ces deux thèmes? Car déjà, c'est deux thèmes très universels, on les traverse tous, on est tous plus ou moins reliés à ces thèmes et personnellement, j'ai été plutôt impacté par ces deux thèmes précédemment. Donc je me suis énormément retrouvé, il y a plusieurs questions, plusieurs réponses. Ça va être l'interprétation de Laborie, ça va être mon interprétation, ça va être ses faits, mes faits. On va essayer de faire un mélange pour que ce soit le plus intéressant, le plus intelligent et le plus objectif possible. On va commencer par établir les distinctions entre la motivation pulsionnelle, c'est-à-dire la motivation qui nous permet de nous lever le matin et qui sert à assouvir nos besoins vitaux comme la nourriture et avoir un toit au-dessus de notre tête. Et cette motivation, elle est en train de décroître fortement, elle est en train de diminuer, alors qu'à l'inverse, la deuxième motivation, qui est dite par les acquis socioculturels, c'est-à-dire lorsqu'on se lève le matin pour aller travailler, c'est plus pour des choses, disons, d'importance secondaire comme la gratification d'objets narcissiques, ça peut être par exemple les vêtements, les possessions. Et ces possessions, comme le dit Henri, ça va être un message qui va permettre de nous situer dans les positions, dans l'échelle hiérarchique. Et ça nous permet de faire le pont avec son premier gros concept qui est le travail en miettes. Lorsqu'on exécute son travail, évidemment, on possède des informations, des connaissances qui nous permettent d'exécuter ce travail. Et le problème, c'est que si ces informations ne sont pas indispensables et elles ne partent pas du postulat de la nécessité, on est très vite remplaçable. Et si on est remplaçable, ça nous permet de ne pas accéder justement à une sorte de dominance, à un endroit où il y a des richesses, où il y a la concentration des richesses, donc on reste dans une position de dominer. Et le problème de posséder ces connaissances en miettes, c'est qu'on a l'impression de travailler uniquement pour quelques-uns et non on profite de tous, donc ça se réfère au concept qu'on est des techniciens. Et les techniciens, globalement, c'est des personnes qui s'ennuient dans un environnement qu'ils jugent ennuyeux, donc cet environnement est ennuyé, et ils s'ennuient dans un monde qui s'ennuie. Après, évidemment, on a l'impression que Henri, quand il a écrit ces lignes, il avait globalement 70 ans, il était, on va dire, en fin de vie, et on a l'impression qu'il était presque prisonnier de ses propres lignes, de sa propre page, de son propre livre, et qu'on n'a pas la même considération, par exemple, de la mort à 70 ans comme à 20. Donc c'est peut-être lui qui était ennuyé sur certains concepts qu'il a découverts de manière antérieure aux nouveaux concepts qu'il peut exposer maintenant. Donc c'est peut-être juste sa propre vérité et pas la vraie vérité des techniciens, mais en réalité, c'est juste moi qui essaie d'être non biaisé, c'est juste moi qui essaie d'être non binaire, juste oui par non, j'essaie pas de trouver le juste milieu, j'essaie vraiment d'entrer dans la technicité, parce que c'est là où se cachent les clés de nos comportements, de nos processus de pensée. Mais en réalité, Henri se disait anti-réductionniste, c'est-à-dire qu'il reprochait par exemple aux psychologues de uniquement se maintenir sur le domaine de la psychologie, ou bien aux économistes de regarder que à travers la loupe de l'économie, etc., etc. Et c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de lui rendre hommage. Il n'est pas réductionniste, je ne suis pas réductionniste. Mais inconsciemment, comme il se dit anti-réductionniste, peut-être qu'il est en disant que ces techniciens, où il y a presque un petit peu un mépris, on a presque l'impression, où ces personnes s'ennuient, dans un milieu qui s'ennuie, dans un monde qui s'ennuie, où il y a presque un malaise social qui s'instaure face à ce destin implacable. Et ensuite, Henri, il arrive avec ces mots en disant qu'on aurait pu espérer qu'une fois que les hommes puissent être libérés, par exemple, partiellement de la famine, ou bien grâce à l'automation des machines avec ce temps libre, il aurait pu retrouver une sorte de question existentielle, non pas l'angoisse du lendemain, mais plus sur sa condition, mais malheureusement, avec ce temps libre, on a juste voulu produire plus pour avoir plus, et ça n'a fait que cristalliser la dominance des personnes qui sont capables de produire à grande échelle, à coût amoindri, et ces personnes qui sont globalement exploitées, pressées comme un jus de citron, car ça revient à ce que je disais, ils n'ont pas des informations essentielles, donc ils n'ont pas la capacité d'accéder à une ressource de richesse. En fait, on peut pas les payer plus. Ils n'ont pas les capacités d'être plus, donc on ne les paye pas plus. Et en contrepartie, ces personnes-là, pour pas qu'ils deviennent complètement fous et qu'ils commencent pas à péter un câble et que ça ne devienne pas des school shooters et qu'ils ne finissent pas par faire des attentats, il faut les masquer, il faut leur mettre un masque devant la tête. Par exemple, quand vous prenez l'avion, on vous met un masque pour que vous puissiez vous endormir. Et bah là, c'est un peu le même principe où ce masque, il sert par exemple pour pas qu'on puisse critiquer ou essayer de vérifier la validité de ces structures sociales. Et en contrepartie, on nous promet une société de loisirs, d'où la deuxième motivation qui augmente, par exemple pour l'acquisition d'une panoplie d'objets, une sorte de fringale d'objets, etc., etc. Donc en fonction de tout ce qu'il nous dit, il essaie de qualifier ce que l'on nomme travail par deux critères. Le premier,
qui est une remise en question de l'homme dans son travail, donc quel est l'intérêt, pourquoi il le fait, comme une sorte d'introspection au sein même de son travail. Et le deuxième point, c'est la créativité. Donc par exemple, est-ce qu'il recrute des aires de son cerveau qui lui permettent d'actionner un peu sa créativité. Pourquoi je parle un petit peu un jargon médical? Parce que Henri, il était médecin, chirurgien et philosophe, donc il a vraiment un rapport très terre à terre, très proche de la biomécanique, de la biologie avec le corps humain, sa conception, et de l'autre côté un peu plus théorique, un peu plus conceptuel en tout cas avec la philosophie, donc c'est un accouplement parfait. Donc si ces deux critères de synergie sont respectés, à savoir la créativité et son introspection au sein même de son travail, on peut l'appeler alors travail. Et ensuite, en continuant justement l'extension de sa pensée, il devient encore plus concret et il nous propose comme une grille, une nouvelle grille de lecture qui nous permettrait de contrer le côté aliénant du travail où c'est presque que du déplaisir, il y a quasiment très peu de plaisir, où cette grille, pour rester très concret, et d'ailleurs c'est extrêmement concret ce qu'il nous propose, c'est par exemple s'intéresser 2 heures par jour à des sujets qui nous intéressent et qui nous touchent personnellement. Mais il nous indique de nous informer d'une manière très très procédurale et j'insiste sur la manière de s'informer parce que je vais vous lire et c'est extrêmement important pour éviter les pièges lorsque vous essayez de vous informer sur des sujets, pour essayer de tenter de contrer le biais de confirmation ou le biais de rétrospection, etc. Il nous dit s'informer non de façon analytique mais globale avec des informateurs cherchant à réaliser des synthèses, non des dissections, à s'informer de façon non dirigée mais contradictoire. Donc il faut vraiment opposer les sources pour avoir le jugement le plus objectif possible et se rapprocher un peu plus chaque jour de la vérité. Et pour revenir aux hiérarchies, il faut comprendre que Henri, il détestait ces systèmes, ces mécaniques de dominance, il détestait les ordres. Par exemple, lorsqu'il a été appelé à l'armée, c'était vraiment une période où il a détesté. On peut le comprendre, que ce soit il y a plusieurs années, que ce soit maintenant, l'autorité, ça a toujours tendance à attirer les losers. Un petit peu risqué comme phrase, mais en tout cas, on peut la superposer, ça peut faire choc, ça peut amener à débattre, et c'est parfait, c'est exactement le but, c'est de réagir. Parfois, il faut partir aux extrémités pour créer une généralité, et la généralité, elle peut s'imposer comme vérité et se rapprocher d'un ultime objectif, qui est savoir, par exemple, comprendre l'objectif des systèmes hiérarchiques. Et les systèmes hiérarchiques, il continue sur le développement, vu que c'est un chirurgien, donc il a tout le jargon médical, où par exemple il nous explique que lorsqu'on est dans une position de dominer, on a l'hypophyse qui s'actionne, et le problème de ça c'est que lorsqu'on a ces aires cérébrales qui s'actionnent, et bah forcément ça nous crée un trouble de l'esprit, et ça peut nous provoquer des maladies dites psychosomatiques. Et qu'est-ce que c'est les maladies psychosomatiques? Globalement c'est un trouble de l'esprit, mais qui se retranscrit physiquement. Par exemple, si tu te sens très mal dans ton travail en l'occurrence, tu peux développer des ulcères à l'estomac, tu peux développer une impuissance sexuelle, etc., etc. Tu peux avoir même des symptômes de dépression, tu peux même devenir dépressif, et comme par hasard, la dépression n'a jamais été aussi présente qu'actuellement. Donc c'est très drôle et très fascinant de voir à quel point l'esprit, il peut détériorer sur le physique. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait cet auteur, parce qu'il allie en même temps le jargon médical de pourquoi nous pensons de la manière, par exemple, lorsqu'il explique. Parce qu'il y a vraiment une démarche ontologique sur notre rapport à l'environnement, nos agissements, nos systèmes de pensée. Où par exemple, il parle énormément du système nerveux, où tout passe par le système nerveux. Et en fait, le système nerveux, c'est un peu la porte, c'est un peu la main qui nous permet d'interagir avec notre environnement. Et pendant que j'y pense, le titre L'éloge de la fuite, il s'agit vraiment, pour pas qu'il y ait de malentendu, pas de l'éloge de la lâcheté, mais la fuite, c'est une capacité d'adaptation. Et c'est ce qu'il nous dit. Par exemple, lorsqu'un organisme est menacé, il se fait attaquer, donc il a deux options, soit se confronter mais il va potentiellement mourir ou avoir des blessures qui vont causer sa perte, ou fuir, et bah si le plus intelligent c'est de fuir, bah ça va vraiment être une capacité d'adaptation. Donc la fuite on la retrouve dans les classes de dominants, de dominés, et surtout dans la hiérarchie. Parce que Henri disait dans la révolte, au sein de la révolte quand on veut se révolter, parce que c'est quoi l'opposé de la fuite? Bah c'est se révolter. Mais le problème de la révolte, c'est qu'au sein de la révolte, il y a des classes hiérarchiques qui vont s'établir. Donc au sein même de la révolte, donc le contre-pouvoir si on peut l'appeler ça comme ça, il y aura un dominant et un dominé. Donc en fait, on ne fait que perpétuer le cycle. Techniquement, ça sert à rien de se révolter. Mais le problème, c'est que si on s'isole et on veut faire la révolte de son côté, bah, on se fait écraser très facilement par la majorité. Donc concrètement, il ne reste que la fuite. Et on peut transposer ça sur le terrain de l'imagination, l'imaginaire, où il explique que c'est la capacité unique de l'homme de pouvoir modifier son environnement et modifier les informations qui sont autour de lui pour le conditionner et le créer une espèce de sphère. Et ça va être par exemple la solution du technicien, donc quelqu'un qui est très marginal et qui n'aime pas son métier, il va aller dans l'imaginaire. Et ça va être une méthode compensatrice parce qu'il n'y a pas besoin de passeport pour aller dans l'imaginaire. Mais ça, c'est également un point qu'il aborde énormément dans la politique. Et la politique,
Pour être franc avec vous, c'est vraiment quelque chose de complémentaire avec le travail. J'essaie vraiment de pas de transgresser sur la politique, mais j'ai l'impression que l'information, elle est incomplète. La réponse, elle est incomplète sans parler de la politique. C'est vraiment deux sujets qui sont étroitement liés. Donc c'est pour ça que je vais pas tarder, je vais la tourner très rapidement et vous la sortir très peu de temps après que j'aurai divulgué cette vidéo. Mais pour continuer ce que je dis, donc par extension de tout ce qu'on a abordé, la nouvelle grille de lecture, comprendre pourquoi nous agissons de telle manière dans notre travail, pourquoi le travail nous incombe de telle et autant de contraintes, comment analyser les informations, comment ressentir face à cette aliénation hiérarchique de dominant-dominé, comprendre ces mécaniques de domination alors qu'on n'en a même pas conscience. Des fois, ça peut être des gestes extrêmement lambda, c'est-à-dire ton patron, il te met la main sur l'épaule qui est un signe de domination, des choses comme ça peut être n'importe quoi. Après, il ne s'agit pas de voir la petite bête où qu'elle ne l'est pas, parce qu'on ne fait que projeter sa propre vérité. Si on projette une vérité désagréable, empathique, etc., bah on peut vraiment créer la situation. Donc si on fait une synthèse de tout ce que je viens de dire, on peut très facilement le déporter sur la politique, où la politique, c'est globalement l'organisation des structures sociales, et ça tombe bien, nous vivons pour la plupart dans une collectivité, donc dans un environnement extrêmement dynamique, c'est des relations interindividuelles. Interindividuelles, c'est juste la relation entre les individus, et c'était essentiel de comprendre globalement qu'est-ce qui entoure le travail pour comprendre la politique, car la politique, ça va être extrêmement axé sur le profit, ou pour vous utiliser très rapidement, il y a trois critères qui rentrent en jeu. Un, c'est la personne, donc l'humain, ça va être la première composante. La deuxième composante, ça va être la ressource énergétique qu'il peut produire et qui pourra construire, par exemple, ces objets qui permettra à la société, etc., etc. Et la troisième, ça va être comment il va être récompensé, donc le profit. Mais avec le profit, en réalité, il y a une quatrième composante qui s'ajoute, ça va être le résultat socio-économique. Et à partir de là, il y a tout un système qui va s'implémenter et on va comprendre pourquoi il y a le travail là, pourquoi il y a la politique là. Et en réalité, c'est extrêmement mélangé. Mais je vais pas essayer de me perdre plus longtemps parce que la politique, c'est vraiment quelque chose à part et c'est ma partie préférée. Elle est extrêmement passionnante, extrêmement intéressante et elle est vraiment couplée avec le travail. Et on va vraiment essayer de comprendre comment le profit, en fait, il passe donc d'autrui à autrui, donc comme je viens de le dire, interindividuel, et que ça passe par un individu, par ensuite deux individus, par les groupes, ensuite par la nation, ensuite par un groupe de nations, etc., etc. Et ça va par exemple motiver l'impérialisme, de pourquoi on a colonisé ça, parce que ils avaient des ressources, parce qu'on avait besoin de produire plus, de posséder plus, etc., etc. Donc ce fut tout pour la première vidéo, n'hésitez pas à réagir dessus, il y avait peut-être certains points qui étaient durs ou difficilement encaissables, j'ai creusé mon sujet, évidemment je n'ai pas la vérité absolue, donc n'hésitez pas à réagir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, passez une bonne soirée ou une bonne journée, à très bientôt.